Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Zone Franche de ce dimanche. Prenez un bout de temps pour regarder votre smartphone, cet appareil qui est devenu le prolongement de notre main, notre confident, notre banque et peut-être même notre mémoire. Mais saviez-vous qu'en ce moment même, alors que vous m'écoutez, vous suivez cette émission, vous êtes peut-être déjà en train d'être espionné, pillé ou profilé. En 2026, mesdames et messieurs, la donnée est plus précieuse que l'or et l'Afrique est devenue le nouveau terrain de chasse d'une criminalité presque invisible, mais surtout dévastatrice. Du vol de vos identités sur les réseaux sociaux au piratage des comptes de nos PME, personne n'est à l'abri de ce fléau. Le digital est une chance immense, mais c'est aussi un piège redoutable pour ceux qui avancent sans bouclier. Alors, comment naviguer dans cette jungle sans y laisser des plumes? Notre code du numérique est-il un véritable rempart ou un simple tigre de papier? Et surtout, comment protéger nos enfants qui grandissent sous l'œil permanent dans des algorithmes? Pour répondre à ces enjeux, ces questions urgentes, nous recevons ce matin un expert qui a décidé de briser le silence dans un ouvrage choc intitulé Protection des données personnelles et cybersécurité, un ouvrage d'environ 72 pages paru aux éditions Percé en 2023 en France. Abdel Farid Allé, ingénieur et spécialiste de la cybersécurité, est notre invité. Avec lui, nous allons décortiquer notre vie, les problèmes qu'on y rencontre pour comprendre comment on fait s'en sortir. Abdel Farid Allé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le vol Paris-Cotonou, comment ça s'est déroulé? Il s'est très bien passé, on n'a pas eu de retard du tout. C'est juste à l'arrivée, il fallait être patient pour récupérer ses bagages, mais tout s'est bien passé dans l'ensemble. Alors les compatriotes de l'autre côté, se portent bien pour ceux dont vous avez évidemment les nouvelles, la diaspora. Ceux dont j'ai la nouvelle, ils vont bien. Voilà, on fait avec. Le plus important dans la vie, c'est s'adapter. Voilà, il y a toujours des hauts et des bas. Le plus important, c'est de s'adapter pour avancer. Allez, Eric Guédelon, bonjour. Franck Arnaud, bonjour. Abdel Farid Allé, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Vous êtes ingénieur, spécialiste de la cybersécurité. Comment des outils censés nous faciliter la gestion des difficultés dans différents domaines sont devenus aujourd'hui une grosse menace à notre stabilité aujourd'hui? Alors, votre question, elle est très intéressante. Quand vous parlez d'outils, alors pour tout bien actif, en fait, il y a l'actif, il y a l'usage qu'on en fait. Généralement, c'est dans l'usage qu'on en fait que les conséquences peuvent être plus ou moins importantes. Aujourd'hui, je vous offre un téléphone. Vous êtes content, vous me remerciez. Vous n'allez peut-être pas vous intéresser sur la sécurité autour du téléphone. Pour vous, c'est un actif. Je prends, j'envoie mes messages, je reçois mes appels, mais vous ne savez pas si ce téléphone, je l'ai piégé peut-être pour écouter, entendre tout ce que vous faites et tout. Ça, c'est un exemple. Je prends le même exemple sur un PC. Voilà, je viens de France, je vous ramène un PC, vous êtes content, vous l'utilisez, vous créez vos articles et tout. J'ai peut-être installé des logiciels espions dessus qui me permettent d'être au courant de ce que vous écrivez avant même que ça ne sorte. Et j'ai le temps de réagir, contrecarrer tout ce que vous faites. Donc tout ça doit nous amener à nous réfléchir sur ce qu'on a, quelles sont les vulnérabilités auxquelles on est exposé, quelles sont les mesures de sécurité qui viennent avec l'actif en lui-même. Voilà, donc quelles sont peut-être les mesures de sécurité qui sont installées, déployées sur le téléphone ou le PC. Et en complément, qu'est-ce que je peux rajouter dessus pour avoir un meilleur niveau de sécurité par rapport aux standards de base installés dessus. Donc, plusieurs niveaux. Le niveau, je m'en fous. Et j'ai envie de dire, si vous en foutez, on peut faire de vous ce qu'on veut. Deuxième niveau, je m'en fous pas, mais je regarde quand même sur l'actif, qu'est-ce que je peux cocher comme bonne option de sécurité qui va venir renforcer un peu le niveau de sécurité.
Et troisième niveau, je suis un peu maniaque, voilà, par rapport à mes activités, mon domaine, j'ai besoin par rapport à l'analyse de risque que j'ai fait, d'avoir des solutions dédiées dessus qui viendront renforcer mon niveau de sécurité. Et un exemple dessus, pour ne pas s'étaler sur la question, ça peut être par exemple de mettre en place un système qui fait que si par hasard mes identifiants fuitent sur Internet, que j'ai des messages d'alerte tout de suite. Ok. D'accord. Alors, les exemples que vous donnez là, c'est juste pour illustrer où dans le monde aujourd'hui, c'est des cas que nous vivons. Malheureusement, c'est des cas Un téléphone que je reçois d'un ami qui est en Europe et qui a envie de me faire cadeau pour mon anniversaire. Aujourd'hui, je dois avoir peur. Je dois avoir des inquiétudes. Alors, un ordinateur. C'est là où un élément que j'aime bien va ressortir. Et cet élément, moi, je vais l'appeler la confiance numérique. Voilà. Je pense que vous et moi, en apprenant à nous connaître, il y a un niveau de confiance qui va s'établir. Voilà. Où je vais peut-être faire un peu moins à certains détails vis-à-vis de vous et vous aussi pareil. Mais par contre, on ne se connaît de nulle part. Vous m'offrez quelque chose. Généralement, on dit quoi? Quand on vous offre quelque chose, c'est que vous êtes on veut tirer forcément quelque chose de vous. Je prends un exemple. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait, mais c'est des choses qui peuvent peut-être se faire. Voilà. Imaginons des bandits, des réseaux de bandits, de dealers, tout ce que vous souhaitez, qui souhaitent infiltrer les hautes instances de l'État. Voilà, ils vont peut-être identifier des forces de sécurité bien placés et puis leur envoyer de jolis téléphones, de jolis PC, de jolis Mac bien piégés et tout, que je l'espère ceux-là ne vont pas utiliser. Voilà. Mais dans un monde de bisounours, voilà, d'autres personnes peuvent les utiliser et imaginer les activités qui sont faites par ces personnes-là à des postes sensibles qui pourraient être suivies, écoutées en temps réel par ces personnes-là qui vont leur permettre derrière de modifier leur stratégie, surtout quand on voit l'état de la menace au nord, je ne vais pas aller plus loin, sur ce qui se passe. Voilà. Donc aujourd'hui, ça c'est faire un peu attention à tout ça. Limite, si quelqu'un vous fait un cadeau, qui vous donne l'équivalent en espèces. Et là, vous, avec votre propre niveau de confiance, vous achetez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Voilà. Alors, j'ai suivi un exemple. J'ai suivi un film, c'est vrai que c'est une fiction, mais voilà un ami qui rencontre une dame dans un bus et qui lui demande son numéro. Il prend le numéro, il lui écrit ça sur un papier. Le monsieur compose le numéro. C'était des chiffres pour déclencher une bombe dans un immeuble, par exemple. Là, avec vos explications, j'ai fait un peu le parallèle pour dire, mais là, nous sommes en insécurité totale. Parce que vous prenez un numéro de téléphone, vous voulez l'enregistrer, vous voulez lancer l'appel pour que l'autre ait votre numéro, alors que c'est le code pour déclencher une bombe. J'en reviens encore à la confiance. On a besoin d'établir des chaînes de confiance de bout en bout. Et c'est basé sur quoi finalement? Cette chaîne de confiance va être basée sur, avant tout, le facteur humain et les vulnérabilités. Si moi, je prends un exemple, voilà, j'ai envie de vous piéger. Ce que je ne compte pas faire, ça va être des renseignements sur vous. Qu'est-ce que vous aimez? Où est-ce que vous allez? Qui vous suivez? Vous êtes marié? Vous avez femme, enfant, maîtresse, tout ça. Donc sur la base de tout ce que je vais récupérer là, des scénarios de menace peuvent être établis. Une personne qui est vulnérable aux femmes, on peut payer une femme, le piéger avec des vidéos compromettantes, tu fermes ta bouche ou on publie tout ça. Et il est obligé de suivre les ordres. Je prends un deuxième exemple. Imaginons que dans mon renseignement, j'identifie que vous avez des problèmes d'argent. Vous avez des dettes. Un autre scénario peut être: tu as des dettes, t'inquiète pas, je gère tes dettes là. Mais tu me seras redevable. Voilà. Et jouer sur ça pour vous faire faire ce que je veux
au moment que je souhaite. Qui est contre mes principes et mes valeurs. Voilà. Alors, dans l'introduction notamment de votre livre Protection des données personnelles et cybersécurité, alors, vous soulignez que la transformation digitale est une opportunité doublée d'un piège. Alors, pourquoi l'Afrique était devenue une cible privilégiée pour les cybercriminels aujourd'hui? Le cybercriminel, ce qu'il faut noter en fait, c'est qu'il a besoin d'effectuer le minimum d'efforts pour le maximum de gains. Donc, il n'aura pas forcément tendance à s'adresser prioritairement à plus fort que lui, parce qu'il va dépenser beaucoup de temps, d'énergie pour un retour sur investissement faible. Par contre, une organisation, une entité qui n'a pas suffisamment de moyens humains, financiers, matériels, tout ça, c'est une bonne cible. Je vais produire une action dont le retour sur investissement va être rapide. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène du rançongiciel. Donc, ce sont des cybercriminels, en fait, qui réussissent à rentrer dans les systèmes d'information des organisations, voilà, via des liens piégés, et l'utilisateur ne sachant pas assez sensibilisé, va effectuer des opérations sur sa machine qui va derrière verrouiller l'accès à certaines informations. C'est un peu comme si au sein de mon entreprise, j'ai mon serveur de fichiers dans lequel j'ai tout, voilà, qui est un élément critique pour moi, qui devient inaccessible. Donc quand j'essaie d'y accéder, on me dit c'est verrouillé, je ne peux pas. Pour avoir la clé de déchiffrement, il faut que je paye une rançon en crypto-monnaie. Et là, ce qui va se passer, c'est si je n'ai pas d'autre alternative, je peux peut-être décider de payer pour récupérer la clé qui va me permettre de récupérer mes données pour continuer de faire vivre l'entreprise. Ou si l'entreprise ferme, tout le monde est au chômage. Mais derrière, si j'ai plusieurs mécanismes de sauvegarde que j'ai testés, ce n'est pas grave. Tu as chiffré, mais moi j'ai des sauvegardes de secours. Je ne te paye pas. Je dis à mes équipes informatiques de restaurer depuis le dernier système sain et l'activité recontinue. Et aujourd'hui, on a des organisations qui, malheureusement, décident de payer. Moi, il y a quelques années comme ça, j'étais là quand un de mes supérieurs m'a appelé en me disant « Oui, Farid, un client a besoin de parler avec toi, c'est urgent. » J'ai dit « Ok, pas de souci, je suis disponible. » Donc, on m'appelle et ce client était victime de rançongiciel et les criminels lui demandaient 500 000 euros. Le client était prêt à payer parce que chaque jour, nos produits coûtaient plus que ça. C'est ça. Donc, première question qu'ils m'ont posée, c'est « Monsieur Allé, si on paye, quelle est la certitude qu'ils vont nous donner la clé pour occuper notre système ?» Je lui ai dit, alors, déjà, il y a zéro certitude. Parce que vous pouvez payer, il n'y a rien à voir, le criminel va continuer. Comme vous pouvez payer, il va donner toute une partie et avoir la main sur d'autres systèmes pour des mois après revenir encore vous refaire payer. Jusqu'à un moment, les autorités en France disaient par rapport au rançongiciel là de ne pas payer parce que payer consiste à encourager le système. Voilà. Aujourd'hui, les réponses commencent à être un peu nuancées. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, si je suis confronté à une solution, c'est je paye ou bien je lance une discussion avec les criminels pour essayer de récupérer quelque chose versus je ferme entièrement l'entreprise, tout le monde au chômage. C'est des questions qu'on peut se poser. Et là, d'autres peuvent se dire je vais peut-être essayer d'entamer une négociation qui t'a peut-être via la négociation. Si par exemple le criminel me demande 15 000 euros, ok, qu'est-ce qui me dit qu'en te donnant les 15 000 euros que j'aurai? Par contre, je te donne 1 000 euros, tu me donnes une partie, je teste ce que je peux récupérer et puis on va petit à petit. Voilà. Jusqu'à peut-être à un moment où je vais peut-être donner 2 000 ou 3 000 euros, j'estime qu'avec ce qu'il a récupéré, c'est pas grave, je peux avancer avec ça et arrêter. Voilà. Donc,
Et dans le cas précis, comment vous avez pu aider cette personne? Alors, cette personne, comme j'ai dit, elle voulait savoir, est-ce qu'en payant, j'ai les éléments? Vous me recommandez quoi? Ouais. Voilà. Et moi, je lui ai montré les différentes possibilités. C'est ça. Et au final, l'entreprise a décidé de faire appel à des investigateurs qui sont venus faire de l'investigation numérique. C'est ça. Et l'investigation numérique, en fait, permet d'analyser les schémas, comprendre d'où est-ce que les criminels sont passés pour arriver, sur quoi ils ont la main, ainsi de suite, pour essayer de fermer tous les trous, de verrouiller tous les trous et essayer de restaurer le maximum du système. Donc au final, il a payé des équipes qui ont travaillé sur l'investigation pour remettre, pour essayer de remettre un système plus sain et monitorer le nouveau système pendant des mois pour s'assurer qu'il n'y a plus d'activités bizarres qui pourraient provenir de ces groupes-là. D'accord. Alors sur le continent africain, et quand on voit aujourd'hui la floraison des cas de cybercriminalité, on peut prendre l'exemple du Bénin, c'est aussi la preuve que dans nos États, généralement, il y a une faiblesse en termes de sécurité et ces personnes sont obligées de profiter de ces défaillances-là. Alors, depuis plusieurs années, les États en Afrique se réveillent. Voilà. Si je prends le cas du Bénin, les acteurs, je les connais très bien. Ils font un boulot formidable. Et quand on voit ça, on ne peut qu'encourager. C'est pour ça que depuis plusieurs années, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Dans ce combat, c'est un peu comme les policiers et puis les bandits. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Donc, d'un côté, il y a les criminels, de l'autre côté, il y a ceux qui défendent. Les technologies, les outils évoluent, les techniques évoluent. Donc, les équipes qui protègent et défendent sont obligées régulièrement de se mettre à jour par rapport à l'état de la menace pour réadapter leur système, comme les criminels le font aussi. Et avec ce qui se passe, moi j'ai senti clairement une volonté d'avoir une lutte ferme contre ça. Ça se justifie par les entités qui ont été créées, les budgets qui sont là, la CRIET qui est là pour juger, l'opération qui permet aujourd'hui, sans avoir une identité bien valide, on ne peut plus réaliser certaines opérations. Là où avant n'importe qui pouvait acheter une 4 SIM et faire ce qu'il a à faire et partir. Aujourd'hui aussi, les équipes sont équipées pour faire de l'investigation. Voilà. Quand vous réalisez une opération avec un actif, vous laissez des traces. Et ces traces-là peuvent être exploitées, réseau GSM ou autre, pour essayer de faire l'investigation qu'il faut pour venir vous chercher là où vous êtes et vous condamner. Vous évoquez aussi les conséquences économiques des cyberattaques dans votre livre. Au-delà de ces chiffres, quel est le coût social d'une donnée qui a été dérobée, par exemple? Alors, c'est des sujets pas simples. Je vais dire que le montant va dépendre de la qualité de la donnée. Je prends un exemple. Nous avons les assureurs qui nous assurent. Assurance décès, assurance santé, et ainsi de suite. Imaginons qu'un hôpital se fait attaquer et que les données médicaux sortent et qu'on apprend que Monsieur Pierre a une maladie incurable qui fait que chaque mois il dépense 200 000 francs ou 1 million. Si une compagnie d'assurance tombe dessus, on va dire, ah, celui-là, il me coûtera de l'argent. Donc si demain il me contacte ou il contacte le réseau pour des moyens de se faire assurer, vu que l'info a déjà fuité, c'est soit on refuse son dossier parce que c'est un monsieur pas portant, voilà, ou soit sa prime d'assurance va être très très élevée parce qu'on sait qu'il traîne des choses. Donc c'est aussi un peu comme ça que les fuites de certaines informations peuvent servir à certaines économies. On peut aussi avoir des personnes qui utilisent l'email professionnel pour créer des comptes sur des plateformes non professionnelles.
Je ne dis pas que c'est le cas. Imaginons, je prends un cas fictif, voilà. Farid, voilà, qui travaille au ministère des Finances. Heureusement, je ne travaille pas. Et qui utilise l'email du ministère des Finances où il a un niveau de responsabilité pour créer un compte sur des services de commerce ou autres avec le même mot de passe que son mot de passe du ministère des Finances. Si ce site se fait attaquer et que son email et puis son mot de passe sort, ce même mot de passe peut être utilisé pour essayer de se connecter sur le site des ministères des Finances. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais derrière, il y a plusieurs contre-mesures qui peuvent être mises en place, qui va être tournées autour de multifacteurs ou bien l'obligation de changer les mots de passe à des fréquences définies pour éviter qu'un mot de passe qui a fuité ne puisse pas être réutilisé. Pour le citoyen lambda qui nous suit actuellement, quelle est la frontière exacte entre la protection des données et la cybersécurité? La frontière, elle n'est pas si évidente que ça, mais tout est lié. Déjà, avant de parler de protection des données personnelles, c'est bien, je pense, de faire un petit tour pour rappeler un peu c'est quoi une donnée personnelle. Oui, voilà. Pour qu'on ne mélange pas coq et âne. Une donnée personnelle va être toute information permettant d'identifier une personne physique. Pour faire simple. Ça peut être par exemple mon nom et prénom, mon numéro de sécurité sociale, le numéro de ma pièce d'identité, mon RIB, et ainsi de suite. Une fois que ça c'est dit, ces informations dans de mauvaises mains peuvent entraîner plusieurs conséquences. Dans d'autres pays, avec le permis ou pièce d'identité, d'autres personnes peuvent créer des comptes en se passant pour vous. Et pour vous retrouver affiché à la banque, parce que des personnes ont utilisé votre identité pour créer d'autres services et vous ont créé des problèmes. Voilà. Un bon jour, vous pouvez vous lever, vous avez envie de faire un prêt, et puis on dit non, on ne fait pas de prêt parce que vous êtes fiché là, parce que vos comptes sont à découvert, vous devez de l'argent. Quoi? J'ai fait quoi? Et puis c'est là en fait qu'on se rend compte en investiguant qu'à un moment, peut-être, ces informations fuitées. Alors, les informations fuitées, ça peut ne pas venir uniquement de nous. Aujourd'hui, pour faire certaines démarches, c'est bien d'aller à la mairie. Si ces équipes-là ne sont pas assez équipées de bons moyens de sécurité, de personnes formées, sensibilisées, de budget dédié à la sécurité pour protéger nos données, voilà, et qu'il y a des fuites, des vulnérabilités sur ces systèmes-là, ça peut être utilisé par d'autres personnes pour récupérer les informations qu'on peut retrouver au niveau des mairies. Ça, c'est un exemple que je donne. Je vais dans un hôpital, un centre de santé pour me faire soigner. Je ne sais pas comment est-ce qu'il traite, stocke et transfère mes données médicaux. Est-ce que c'est dans un armoire accessible à tout le monde ou en me baladant dans la clinique, je peux aller retrouver les examens médicaux de monsieur XY? Donc ceux-là aussi, ils ont besoin de renforcer leur niveau de sécurité. Maintenant, ils ne vont pas le faire de leur propre gré. Il faut qu'à un moment, en fait, l'État, les institutions fixent un cadre pour dire, voilà, tel secteur, vous pouvez faire ça. Vous avez peut-être un délai de X temps pour vous mettre en conformité. Et là, ces secteurs-là vont travailler de différentes manières pour essayer de voir dans quelle mesure prendre en compte des éléments pour renforcer le niveau de sécurité. Mais de base, en fait, quand on parle de renforcer la sécurité, c'est des coûts. Et beaucoup d'organisations n'ont pas envie de dépenser. Elles ont plus envie de gagner de l'argent. C'est plus facile de vouloir gagner que de chercher à dépenser. Sauf que, dans certains cas, si je ne prends pas les bonnes mesures de sécurité, les pertes financières qui vont découler de ça peuvent derrière entraîner carrément la fermeture de l'entreprise. On va prendre l'exemple des grands groupes. Voilà.
aujourd'hui, quand je parle de grands groupes, je parle des entités qui sont cotées à la bourse. Ce qui se passe généralement, c'est que quand la santé financière de l'entreprise se passe bien, le cours de la bourse, le prix de l'action évolue. Tout le monde est content. L'entreprise fait de bons chiffres, verse des dividendes, les actionnaires sont contents. Quand il y a de grosses cyberattaques, c'est la panique. On se dit, la façon dont ça se passe là, est-ce que dans quelques mois ou dans quelques années, l'entreprise ne va pas tomber? Donc par rapport à ça, j'essaie de vendre tout de suite mes actions pour éviter peut-être que ça chute trop. Donc des événements comme ça, d'incidents, de catastrophes, de cybercriminalité peuvent jouer sur le cours de la bourse et faire diminuer la valorisation des entreprises. Eh bien, généralement, plus l'entreprise l'entité est grande entre guillemets, plus elle a des moyens. Maintenant, pour que l'entité aussi puisse investir, il faut que les bonnes personnes soient aux bons endroits pour poser les bonnes questions, pour que les bonnes mesures se prennent. Alors, Monsieur Ali, après cet état de lieu que vous avez dressé, c'est clair, en Afrique ou ailleurs, nous sommes en insécurité avec la manipulation de nos données personnelles. C'est une évidence aujourd'hui. Nous allons explorer un peu le cadre légal ici au Bénin. Et nous allons interroger le code. Mais avant, sur la question de la menace que vous évoquez, on comprend aujourd'hui l'enjeu que cela représente et l'investissement des États en termes de protection des données. Mais aujourd'hui aussi, au niveau de l'opinion, quand on parle des questions de protection des données, nous constituons le sentiment que l'État aussi ou les États mettent en place tous ces mécanismes pour mieux les contrôler, pour mieux les suivre et parfois même régler des comptes politiques pour certains. Donc, il y a cette menace qui peut arriver entre citoyens, mais entre États et citoyens aussi, le risque est aussi là. Jusqu'où les États sont si sages pour qu'on puisse les créditer de bonne foi à s'occuper de notre sécurité avec nos données. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Le sujet n'est pas simple. Le plus important, je pense quand même dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on retienne avant tout que tout est fait pour notre sécurité. Ça, c'est important qu'on puisse le garder en tête. Tout est fait pour notre sécurité. Maintenant, si au niveau des différentes instances, il y a moyen que des représentants à tout ordre puissent être présents au niveau de certains comités qui décident de ces sujets-là, c'est peut-être ce qu'on souhaite. Ça rejoint votre cas de surveillance. Voilà. Donc s'il y a peut-être une entité qui gère des questions de sécurité, pas au niveau secret défense, j'enlève ce niveau-là, mais peut-être un niveau plus bas, que peut-être il y a des acteurs de la mouvance, de l'opposition, de société civile et peut-être d'autres experts indépendants. Voilà. Et que puisse interroger. Voilà, et que tout ce monde-là puisse se parler pour que la confiance existe. Parce que si c'est juste un clan qui a ces éléments, qui gère tout ça, c'est légitime que les personnes puissent se poser différentes questions. Mais quand on réussit à fédérer un peu des représentants au niveau de ces entités-là, je pense qu'on est un peu plus rassuré. Et il y a ce que l'État fait, mais il y a aussi ce que nous on fait. Donc, même si vous pensez que vous êtes espionné de votre côté, rien ne vous empêche, vous aussi, de prendre des mesures de sécurité alternatives. Et par rapport à ça, plusieurs choses sont possibles, qu'on ne peut pas en débattre. Non, on va le faire, on aura le temps. On compte sur vous pour nous donner quelques astuces, quelques conseils pratiques en la matière. Franck. Allez-y. Je vais prendre un exemple simple là. Sur votre téléphone, devant vous avez une caméra. D'accord ? Aujourd'hui, vous pouvez vous demander, est-ce que quelqu'un n'est pas en train de visionner ma caméra frontale pendant que je suis là ? Ça peut être légitime. Voilà. Par rapport à ça, il y a des petits sticks qui existent. Et ces petits sticks-là, vous le collez au niveau de l'écran. Et de base, en fait, si par miracle, quelqu'un vous espionnait, il verra du noir. Et le moment où vous aurez besoin vous-même d'activer votre caméra, vous avez juste à glisser le stick et puis c'est fini.
Alors, si vous posez la question, c'est que c'est déjà possible. Tout est possible. Non, c'est pas la réponse à ma question. Oui, pour combien de temps on peut faire par exemple ce que vous dites là? Si enlever vous chaque fois posez la question, c'est que à partir de mon téléphone et la caméra que j'ai là, c'est-à-dire qu'à mon insu, on peut me regarder, on peut me suivre. Alors, si vous vous amusez à télécharger des applications de sources non officielles, il y a des risques que vous téléchargez des applications qui sont piégées. Et via ça, la personne qui a conçu l'application va y mettre tout ce qu'elle veut. Et si en plus, lors de l'installation des applications sur vos téléphones, vous ne vérifiez pas à quoi l'application a accès, sur certains appareils, en fait, quand on installe une application, ça peut indiquer l'application a besoin d'avoir accès à la caméra, au contact, ainsi de suite. Si vous installez une application qui n'a pas besoin d'avoir accès à la caméra, par rapport à son type d'application, et que l'application là vous dit j'ai besoin d'avoir accès à la caméra, vous devez poser des questions. Maintenant, vous et nous, on a la chance d'avoir été à l'école, on lit, on se pose de bonnes questions. Mais par contre, la personne lambda qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, d'être instruite énormément, c'est là que sera plus vulnérable. C'est là où c'est important qu'à part le discours français qu'on porte là, que des personnes puissent porter aussi ce même discours, mais dans nos langues, pour que les autres personnes qui n'ont pas la chance de bien comprendre le français, d'être instruits, puissent être un peu sensibilisées pour qu'à leur niveau, que cette menace-là puisse être un peu réduite. Le risque zéro n'existe pas. L'idéal, c'est prendre des mesures qui vont diminuer le niveau de risque. Moins on en prend, plus le risque est élevé, mais plus on prend des mesures de sécurité, plus on diminue le risque, on diminue son impact et les conséquences potentielles. Et bien voilà, Eric, ça va, on peut évoluer. On va évoluer justement avec le cadre légal. Oui, le cadre légal mis en place par le Bénin. Vous savez que nous disposons d'un code du numérique qui est plus ou moins très complet. Selon vos analyses, est-ce que cela est suffisant, suffisamment appliqué, ou ça reste plutôt un épouvantail pour essayer de dissuader les populations face aux géants du web, tout ce que nous observons aujourd'hui comme les attaques, comme l'usage que nous en faisons? C'est bien d'avoir des documents, des codes, des politiques et ainsi de suite. Dans mon train-train quotidien de professionnels, les organisations pour lesquelles je travaille ont leur charte, leur politique et ainsi de suite. Mais pour beaucoup, ils écrivent ce qu'on doit faire. Mais quand c'est le moment de l'appliquer, soit ce n'est pas fait, soit c'est fait partiellement. Et dans certains cas, pour certaines entités qui sont très très régulées, elles n'ont pas d'autre choix que d'implémenter, sinon elles risquent beaucoup. Fermeture, impact financier, et ainsi de suite. Donc derrière, quand on a des textes et que derrière, on ne les détaille pas, on ne suit pas l'applicabilité de ce qu'on écrit, on ne donne pas les moyens nécessaires aux entités aussi de le mettre en place, et ces moyens, ce n'est pas forcément financier, ça peut être aussi des personnes qui viennent échanger avec elles par rapport au code, par rapport à tel article. On dit vous devez faire ça. Est-ce que vous savez concrètement ce que ça veut dire? Oui, monsieur l'expert, non, je ne sais pas. Non, vous ne savez pas, ok, donc ça veut dire que vous devez faire ça. Ah, merci monsieur l'expert, je ne l'ai pas compris comme ça, on nous a pas expliqué ça comme ça. Et par rapport à ça, chacun va essayer d'appliquer les mesures par rapport à ces réalités. Je suis une petite entreprise, ce n'est pas le même budget qu'une grosse PME ou multinationale. Donc si par exemple moi on me dit que je dois sensibiliser mes salariés à la sécurité informatique, là où la grosse entreprise va investir sur des solutions logicielles, ça peut être moi, petite entreprise, je trouve un étudiant qui a une option sécurité à l'université, il vient faire un stage chez moi, ou bien on trouve le moyen pour que ces jeunes-là puissent contribuer à la sécurité nationale, où il va venir sensibiliser pendant 1 heure, 2 heures de temps
mes employés pour rien. Après, si j'ai envie de faire un petit cadeau, 5 000, 10 000, je le fais. Donc, chacun doit, de façon proportionnelle aussi, adapter les mesures. Et ça aussi, des choses qu'on ne dit pas. Tout le monde pense que, parce qu'on dit de faire ça comme ça doit forcément coûter beaucoup d'argent et je n'ai pas le choix de faire ça. Non, vous devez aussi appliquer le principe de proportionnalité par rapport à ce qui est demandé. Dans votre contexte, vous l'appliquez du mieux que vous pouvez. Alors, ce code du numérique, en tout cas chez nous, je prends le cas du Bénin pour que ça soit un peu pratique, a été vu comme une révolution dans le domaine. On voudrait justement mettre en place beaucoup de mécanismes pour justement les questions du numérique. Est-ce que vous pensez, de votre regard d'expert, que cela est appliqué et que les différents acteurs qu'on a mis, je dirais peut-être à la tête de pas mal de mécanismes qu'on a créés au Bénin, et que tout ceci travaille efficacement? Alors, des entités ont été créées, des restructurations ont été effectuées. Il y a tout un ministère aussi qui a été dédié à la chose. Beaucoup de choses se font. Après, je pense aussi que la plupart de ceux qui sont dedans sont là depuis très très longtemps. Voilà. On a un président actuel finissant qui a fait le choix à certains niveaux de maintenir des personnes presque 10 ans, je vais dire ça comme ça. Voilà. Et ces personnes ont eu le temps de fonctionner comme ils pouvaient. C'est peut-être le moment pour le président élu de réfléchir et de se dire, ok, peut-être toi tu es resté pendant 10 ans, je vais peut-être te mettre à une autre fonction, voilà, et laisser d'autres personnes avec un œil nouveau, voilà, venir refaire un état des lieux, d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on en est, échanger avec celui qui est là pour essayer de travailler ensemble le futur. Mais c'est toujours bien d'avoir des œils, un œil neuf qui vient régulièrement pour voir. Certains peuvent le prendre comme une menace. Voilà, menace, défiance, mais on n'est pas là. Et vous pensez qu'une longue vie à un poste peut, disons, être un frein, une faiblesse? Qu'on ne veuille ou pas. Ou altérer la perception réelle de la situation. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, à partir d'un nombre de temps à un poste, certains éléments s'installent de base. Je ne suis pas sûr que vous ayez vu un directeur général de police pendant 10 ans. Voilà. Je ne pense pas que vous ayez vu un chef d'état-major général pendant 10 ans. En tout cas, de me souvenir. Voilà. Donc, les choses évoluent. Celui qui vit une certaine expérience au Bénin n'a pas forcément la même lecture que quelqu'un de la diaspora peut voir. Ça ne veut pas dire que l'un est plus intelligent que l'autre. Mais par contre, on a tous besoin de travailler ensemble et de se faire confiance. Et c'est de cette confiance-là que viendra, je pense, la résolution de beaucoup de nos problèmes, difficultés et malcompréhensions. Alors, l'une des structures qu'on a créées pour justement redynamiser le secteur du numérique au Bénin, c'est l'autorité de protection des données personnelles qui a été mise en place pour assurer au quotidien justement une certaine sécurité pour la protection des données. Alors, est-ce que vous pensez que la mise en place d'une telle structure, je dirais, pour faire face à tout ce qu'on a comme phénomène déviance dans le secteur de la protection des données, c'était la meilleure chose à faire? Alors, il faut la faire. Je prends un exemple. Quand je viens à Cotonou, je me balade et depuis quelque temps, j'ai vu proliférer énormément de caméras installées n'importe comment. Les caméras de surveillance. Ouais, c'est ça, des caméras de surveillance. Voilà. Voire même certaines personnes qui filment bien au-delà de ce qu'elles doivent... Elles vous diront que c'est leur façon et leur manière d'assurer leur propre sécurité. C'est pour ça que je dis, quand il y a des tests, il se fait expliquer bien ces tests-là. Chacun a sa lecture. Après, les autorités
n'ont pas le temps forcément de faire ce que j'ai à faire là. Voilà. Vous êtes une autorité, vous avez tellement de choses à gérer, vous ne pouvez gérer que par criticité. Donc vous n'avez pas le temps d'aller forcément sur les plateaux, télé, tout ça pour donner des détails. C'est pour ça nous on vient en complément à eux pour apporter nos pierres à l'édifice. Donc ceux-là, je pense qu'ils n'ont pas compris les textes. D'où, il y a quelques années, j'ai reçu même moi aussi un message de l'autorité qui disait que pour avoir le droit d'installer une caméra, il faut aller déclarer. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça se fait. Donc, chacun va se réveiller maintenant pour réajuster son dispositif, parce que là, clairement, on est sur une violation du droit de la personne, j'ai envie de dire. Voilà, je n'ai pas forcément envie qu'on voit que je suis venu voir X, Y, et que l'image soit enregistrée, que la personne en fait ce qu'elle veut, surtout aujourd'hui avec l'IA, ou juste avec votre voix, des personnes peuvent créer des discours et vous l'attribuez. Je prends un exemple. Moi, quand on m'appelle et que je n'ai pas le numéro, je ne décroche pas. C'est un principe que je me suis donné. Je me dis, vous ne pouvez pas avoir. Je me dis, si c'est important, il va laisser un message avec ses coordonnées pour que je puisse rappeler. C'est ce que vous conseillez? Je vous explique mon cas là. Donc, vous m'appelez, je ne connais pas le numéro, je ne décroche pas. Si c'est important, vous allez me laisser un message vocal avec identité, téléphone, ou un message texte avec l'identité. Voilà. Confiance encore. Donc je n'ai pas confiance, je me calme. Aujourd'hui, des personnes ou des numéros peuvent vous appeler, et le premier réflexe c'est quoi? C'est allô. Ils vont enregistrer. Voilà. Et avec cet enregistrement, de votre thème vocal, des personnes peuvent réussir à créer des discours, des messages, en se faisant passer pour vous. Une fois que c'est sorti. Hein. Maintenant, il faut se battre pour justifier que oui, ce n'est pas moi, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire, vous ne connaissez pas le numéro. Par quel miracle vous voulez vous amuser à décrocher tout le temps, comme si aussi vous aussi n'avez rien à faire? C'est ce que je dis aussi. Si c'est important, tu laisses un message et puis je te rappelle. Mais appeler et vouloir forcément avoir au téléphone sans laisser de message, c'est très suspect. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de l'installation des caméras de vidéosurveillance par une tierce personne. Vous avez estimé qu'aujourd'hui, avec l'autorité de protection des données, on est en train de mettre un peu de l'ordre dedans. Mais quand c'est l'État qui décide d'installer les caméras de surveillance dans de grandes villes, un peu comme le gouvernement de Patrice Talon l'a annoncé pour certaines villes du Bénin, est-ce que ça n'est pas aussi une violation? Ah non, alors, quand on fait un texte, on prévoit différents use cases, différents scénarios. Voilà. Pour des raisons de souveraineté, sécurité, l'État peut faire certaines choses et rien n'empêche le service de l'État de faire la déclaration. Si la mairie installe des caméras quelque part auprès de l'autorité de protection des données, elle va faire une déclaration auprès du nom de la mairie. On sait que la mairie, à tel endroit, a installé ça. Donc si demain, moi, j'estime que mon droit à l'image a été violé ou autre, ou mes informations, je saisis l'autorité qui, sur la base de l'enregistrement de l'entité, va engager ce qu'il faut. Alors, vous avez abordé dans votre ouvrage la question du stockage des données. Pourquoi est-il risqué aujourd'hui, ça je prends la question sous cet angle, que nos données, par exemple nationales, soient hébergées sur des serveurs quelque part que nous ne maîtrisons pas toujours? Alors, il faut faire un peu attention à ce discours-là. Aujourd'hui, nous avons des data centers qui sont installés au Bénin. J'ai de forts doutes que par rapport aux structures entités d'État, que l'hébergement des données soit ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des agences qui existent. Non, mais ce que vous dites, c'est peut-être récent. Ah non, ça fait quand même quelques années. Pour les données antérieures, c'était où? Comment l'État gérait ça? Nous avons plusieurs années en arrière avant. Je vous explique. Quand on vient et puis on prend une fonction, on fait un état des lieux. Voilà.
On a des structures, agences de l'État, ministères, tout ça. Voilà. C'est quoi les actifs? Les actifs, c'est les sites web, les serveurs, tout ça. C'est où aujourd'hui? On fait ce recensement. OK. À partir d'aujourd'hui, tout doit être sur le territoire national. Pour ça, on va dans un premier temps créer un data center national. Voilà. Et derrière, assurer la migration de tout ça vers ce data center national. Et pour toute nouvelle application, tout nouveau projet, ça passera par peut-être un comité autour de l'ASIN, l'agent des services d'information numérique, voilà, qui peut-être va donner son go. OK, où sont hébergés, localiser les données et tout, c'est sur le territoire béninois et tout. OK, c'est ça, go pour la mise en production. Donc je pense que un bon travail de ménage a été fait et aujourd'hui il suffit juste de regarder un peu les URL des structures du Bénin. Dans la plupart des cas, elles finissent par .bj. Voilà, donc .bj c'est l'extension du Bénin. Par contre, aujourd'hui, on peut retrouver, et ça fait faire attention, des URL de fausses entités du Bénin. Cas concret. Un jour, en surfant sur Internet, je suis tombé sur un site e-foncier avec une terminaison .com, voilà, qui disait qu'on pouvait payer 50 000 francs de droits d'accès qui nous permettait de pouvoir sélectionner des parcelles à vendre à Cotonou, Parakou et ainsi de suite. Donc, il faut payer d'abord un droit d'entrée de 50 000 et puis après, dans la plateforme, on a accès à des, à des parcelles qu'on peut acheter. Je me suis dit, ça c'est génial ça. Voilà, on attendait que, en plus, une entité d'État, je n'ai plus le nom exactement, c'est génial. Là, une structure d'État qui propose ça, c'est nickel. Et par contre, quand je regardais le lien Internet, j'ai vu que c'est du .com. Et généralement, les structures officielles de l'État, c'est du .bj. Donc tout de suite, j'ai fait une capture d'écran que j'ai envoyé à 2-3 personnes qui sont dans le domaine en disant, écoutez, j'ai vu ça. Je pense pas que c'est l'État. Ouais, que ce soit l'État qui soit derrière. Qui soit derrière, j'ai des doutes. Est-ce que tu peux checker en 2-3 mouvements, la personne a contacté d'autres personnes. Ah oui, Farid, je te confirme que c'est du faux. Ah ok, si c'est du faux, diffusez bien que cette URL-là c'est du faux, que l'État n'est pas derrière tout ça. Donc rien n'empêche aujourd'hui une personne malveillante aussi, de faire une copie, exactement, de faire une copie. Les victimes n'ont pas eu la présence d'esprit que vous avez eue. C'est ça. Cela suppose qu'aujourd'hui, pour les liens numériques, il faut faire attention à ce que ça soit .bj. Alors, c'est ça qui nous confirme que c'est l'État. Alors, a priori, si l'extension finit par du .bj, on est sur un domaine du Bénin. Voilà. Et en cas de doute, comme j'ai dit, remonter. Sinon, généralement, c'est ça. Quand je prends par exemple le site du secrétaire général du gouvernement, je vois que c'est du .b. Plusieurs sites, domaines officiels sont en .bj. Donc ça apporte un niveau de confiance. Mais en cas de doute, toujours demander, mais ne pas se dire je pense que c'est bon et puis j'y vais. Et aussi, j'encourage les victimes aussi à porter plainte. Parce que le site que j'ai évoqué tout à l'heure, peut-être que d'autres sont tombés dans le panneau. C'est ça, ils ont payé, ils n'ont rien eu, mais ils ont honte de déclarer en disant j'ai payé, j'ai rien eu, et ils n'ont rien dit. C'est ça. Et en ne disant rien, d'autres vont continuer pas à tomber dans le panneau. Donc dès que vous tombez sur quelque chose qui a l'air un peu bizarre, remontez aux autorités et puis les autorités feront les enquêtes et puis investigations nécessaires. Alors puisque votre livre est à usage universel, pas seulement sur le Bénin, la question des serveurs où on héberge des données sur des serveurs qui sont à l'autre bout du monde, est-ce que c'est un risque pour des pays qui n'ont pas encore pris des dispositions, par exemple, de mettre en place des mécanismes à l'interne? Alors, chaque entité doit faire son analyse des risques. Voilà. Est-ce que si je n'ai pas une infrastructure nationale, locale, en plan B, quelles pourraient être mes solutions? Et les solutions peuvent être aussi temporaires. C'est ça. Le temps que j'ai installé mes data centers, que j'ai tout ce qu'il faut, je vais peut-être faire alliance avec un État avec lequel le Bénin a de bons accords diplomatiques où je peux dire qu'en termes de confiance, il y aura un minimum, le temps d'avoir ce qu'il faut pour tout transférer. Donc, c'est à chacun de se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de solution miracle. Mais de toute façon,
je pense que de base, chacun évitera d'aller confier ses données à ses ennemis. Voilà, donc si je suis en guerre contre un État donné, je ne vois pas quel miracle je vais aller héberger mes serveurs dans cet État-là. Allez, monsieur Ali, il y a une partie très importante de votre livre consacré à la protection des enfants face au risque du numérique. Alors j'ai envie de vous demander quels sont les conseils pratiques que vous donnez aux parents, par exemple, pour éviter que les enfants s'exposent à ces risques sur les réseaux sociaux. Ok, vous évoquez un sujet très très intéressant et puis un sujet qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur parce que je vois aussi des usages qui se font dans mon entourage et j'ai mal dans le cas de certains de ces usages-là. C'est aussi le projet pour lequel j'ai voulu inclure un chapitre relatif à ça dans mon essai. Alors, quelques exemples d'usage. Il y a ce que je vais appeler le contrôle parental. Confier un outil informatique à un enfant sans vérifier le temps d'usage de connexion, ce qu'il a la possibilité d'installer, ce n'est pas bon. Donc ça peut être, ok, je te donne la tablette ou le smartphone, mais derrière, j'installe une application de contrôle parental qui va définir que chaque jour, ta consommation va être juste de 2 heures. Donc au bout de 2 heures, tout se verrouille, tu n'as plus accès à rien. Donc limitation du temps d'écran. Ça peut être aussi par rapport à ton âge, je limite certains contenus. Tu es mineur, tu n'as pas besoin de contenu adulte, tout ça. Donc en tant que parent, je fais attention à ce que le contrôle parental, tout ce qui a lien avec ça, soit empêché. Voilà. Un autre point aussi, c'est les identifiants. Créer un compte à un enfant mineur reprenant son nom et son prénom, par exemple Pierre Youssoufa, je vais dire ça comme ça, expose, qu'on le veut ou pas, l'enfant. Ce que j'allais recommander en fait à cet âge-là, c'est plutôt utiliser des pseudos. Donc, je sais pas, AB747PX. Alain Fort. Voilà. De telle manière à ce que si éventuellement ce team il la fuite, que je n'ai pas le nom, prénom, l'adresse mail complet de l'enfant qui soit dans la nature. Mais par contre, si le pseudo fuite, on ne peut pas faire le lien entre ça et puis l'enfant. Un autre exemple sur le contrôle parental, si possible, éviter d'installer du matériel informatique dans la chambre de l'enfant, plutôt dans un lieu où on peut avoir une vue sur l'utilisation. Pour savoir ce qu'il en fait. Exactement. Mais pour éviter tout ça, si un parent qui décide d'interdire tout à fait aux enfants, il ne s'agit pas d'interdire. Est-ce que ce parent serait vu comme c'est pas un parent qui ne souhaite pas l'évolution de son enfant? Je dis qu'il ne s'agit pas d'interdire. À un âge donné. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de contrôler et accompagner l'enfant dans son usage du numérique. Le complexe, le parent ou la mère, ils vont aller au boulot, ils vont aller travailler, ils ne sont pas avec l'enfant H24, 16 jours sur 7 non plus. Voilà. Et puis, alors, ce que vous conseillez, ce n'est pas accessible à tout le monde. Moi, je sais comment, par exemple, on peut limiter sur le téléphone d'un enfant sa capacité à ne pas télécharger telle ou telle chose. Ça nécessite une notion technique. Alors, pas forcément. C'est pour ça qu'on est là et puis qu'on parle. Voilà. Donc, si derrière, d'autres n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont à l'école, qui savent lire et écrire, mais que de l'entourage, il y a un oncle, une tante, un cousin qui écoute l'émission, qui a lu mon livre, qui a vu les bonnes pratiques, ils peuvent parler aux enfants. Voilà. On est dans les traditions africaines. Dans les traditions africaines, l'enfant n'est pas élevé uniquement que par le père et puis la mère. Voilà, donc il faut que... Également la société. Voilà, il n'est pas dans l'option d'interdire. C'est ça, on est plutôt dans... le juste milieu. Le juste milieu, voilà, le juste milieu et l'équilibre. L'équilibre. Monsieur Allé, on a envie de décortiquer, de continuer par lire encore et encore votre livre, mais nous sommes
tenu par le temps, nous allons conclure cette émission. Si, par exemple, on vous demandait, monsieur, allez, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir, pour éviter les risques auxquels on s'expose sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous diriez aux téléspectateurs pour terminer? Peut-être en quelques secondes et avant de conclure, sur l'IA, l'intelligence artificielle. C'est aussi un autre monstre, enfin, qui est vu comme un monstre, peut-être aussi comme une opportunité pour nos jeunes, notamment les étudiants. Alors, rapidement sur l'IA, oui, et puis après vous allez conclure. Je prends l'IA et puis je conclue conclure. là. Oui, oui. Alors, l'IA est là, transforme nos comportements, nos usages. On doit tous en prendre connaissance. Aujourd'hui, avec le développement de l'IA, certaines tâches, activités sont automatisées. C'est une menace pour les jeunes là, on a besoin de l'emploi. Exactement. Là où on avait besoin de certains profils, voilà, pour faire certaines tâches, aujourd'hui avec l'IA, on peut avancer et gagner du temps. Donc mon conseil pour les jeunes aujourd'hui, c'est comprendre l'IA, comment ça fonctionne et viser l'excellence. Il n'y a plus de place aujourd'hui pour les profils moyens et en dessous de moyens. Vous devez viser l'excellence. C'est soit... Ça ne peut pas être excellent. Alors, j'ai dit, Dieu nous a créé vous devez viser l'excellence. Vous devez viser l'excellence. Voilà. Sinon, vous devrez vous contenter du reste. Mais soyez curieux, donnez-vous, cherchez à avoir la confiance des personnes. Et pour moi, en fait, de cette confiance-là, beaucoup de belles choses sortiront. Voilà. Allez, nous allons conclure par ma question. Si les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous suivent actuellement doivent retenir une seule action à entreprendre pour sécuriser leurs données, laquelle serait cette action? Alors, j'ai envie de dire, si vous ne souhaitez pas que certaines choses sortent, n'en parlez pas. Ne faites pas des vocaux de ça. Ne faites pas des images de ça. Voilà. Apprenez à être discret. Donnez uniquement le strict nécessaire lorsque c'est besoin. Donc, quand on vous demande de tout donner et tout, n'hésitez pas à challenger pourquoi. Donc, prenez le contrôle sur vos données. Limitez-vous au strict nécessaire. Comprenez l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà. Et soyez ouvert, disponible, bienveillant. Si vous êtes ouvert, disponible, bienveillant, vous aurez tôt ou tard des personnes qui pourront vous aider à comprendre, à améliorer les choses et vous aider à prendre le moins de risques. Voilà. Abdel Farid Ali, merci. Merci à vous. Je précise qu'il est ingénieur et spécialiste de la cybersécurité. Il a accepté de venir échanger avec nous sur cet ouvrage qu'il a bien voulu mettre à la disposition du public pour parler de la protection des données personnelles et de la cybersécurité. Un ouvrage, mesdames et messieurs, à lire à tout prix pour surtout vos enfants qui sont exposés à beaucoup de risques sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation de l'Internet, la manipulation des outils de travail. Lisez pour apprendre sur ces méthodes et ces astuces pour les protéger contre les risques. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Eric, merci. Merci Franck. À toute l'équipe de réalisation conduite par Augustin Vidécon. On se reprend dimanche prochain pour un autre numéro.
Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé.